Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Et pour cette autre sortie, nous avons sollicité un chef d'entreprise, un économiste, un visage très connu sur la place publique au Cameroun, puisque le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, vient de lancer officiellement dans la ville de Douala le budget de l'État du Cameroun. Avec lui, on va parler des contours de ce budget dans un contexte marqué par la crise socio-économique. Il s'agit bien de Edmond Kuaté. Il est dans le fauteuil de l'invité de la semaine. Edmond, bonsoir. Bonsoir Lille. Bonne année. Merci, meilleurs vœux. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors avec vous, on évoque l'actualité. Le ministre Motazé était dans la ville de Douala pour le lancement du budget de l'État du Cameroun. On connaît déjà le chiffre, 6,345,1 milliards de francs CFA. C'est raisonnable en 2023? Non, il n'est pas question de savoir si c'est raisonnable ou pas. L'architecture d'un budget obéit d'abord à l'orientation que vous en faites et ensuite au contexte dans lequel vous élaborez le budget. Et donc, lorsque vous faites vos prévisions, le montant que vous arrêtez, in fine, dépend des orientations du budget et également du contexte n'est-ce pas, dans lequel vous corsetez votre budget. Il y a quand même une hausse par rapport à l'année dernière. Pourtant, au regard de la situation socio-économique du pays, on parle d'inflation, on parle de crise à tous les niveaux. Ça répond aussi, comme je l'ai dit, au contexte. Vous savez que lors du débat d'orientation budgétaire de juin 2022, le gouvernement avait décidé d'augmenter légèrement la pression fiscale, c'est-à-dire que les recettes fiscales vont grimper un peu. Il faut également savoir que c'est en 2022 que les recettes fiscales ont dépassé la barre de 2000 milliards. On était à 2400 milliards. Et donc, par rapport à cela, je crois que le gouvernement a dû revoir à la hausse un peu ses prévisions, n'est-ce pas, en matière de recettes fiscales également. C'est ça qui peut justifier cette augmentation-là. D'accord. Et avec ce budget de l'État du Cameroun, le gouvernement table sur une croissance de pratiquement 4,2%, contrairement à 3,7% l'année dernière. Disons que c'est une ambition il faut un peu regarder ça de près. Je parlais du contexte. Vous savez que nous sommes dans un contexte qui se dessine sur le plan exogène par un certain nombre de crises à l'international, bien entendu. Et donc, toutes les prévisions de la croissance mondiale indiquent une certaine contraction de l'économie mondiale. Il y a un rétrécissement. On est passé de 6% à pratiquement 3,1% sur le plan mondial. Et donc les grandes économies vont connaître soit une stagnation, soit une baisse de leur croissance, notamment dans la zone Union européenne. On parle d'une contraction. En Chine également, il y a une baisse, n'est-ce pas, des prévisions. La Chine était en prévision de presque 5%. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 3,8% aussi. Et donc, nous également, nous au Cameroun, on a une prévision de croissance de près de 4,2%, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Mais je dis, ce sont des prévisions. Est-ce que, in fine, nous allons pouvoir atteindre cet objectif? L'essentiel pour ceux qui nous écoutent étant que ce soit 4,5%, que ce soit 8% ou 10%, la question qu'il se pose, est-ce que ce budget-là va nous permettre de connaître une certaine amélioration dans notre standard de vie? Ça, c'est la question que M. Lambda se pose. Je vais vous poser cette question en tant qu'économiste, parce qu'au regard des explications données par Motazé, on parle des réalités de notre économie, mais toujours est-il que ce budget tel que présenté, c'est réaliste et ça viendra gérer un certain nombre de choses. Est-ce que ce budget va permettre à l'État du Cameroun de pouvoir répondre de manière efficiente aux attentes des Camerounais? Ça, c'est la question que M. Lambda se pose. Si vous déstructurez le budget, vous allez vous rendre compte qu'une bonne partie est consacrée, n'est-ce pas, au social, aux besoins sociaux. Il y a également une bonne partie qui est consacrée à la production. Ça, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre au problème de l'inflation. Parce que le seul levier véritable sur lequel il faut appuyer au jour d'aujourd'hui pour pouvoir juguler le problème de l'inflation, c'est la production.
Et donc, dans sa stratégie de développement économique, l'État a bien voulu mettre l'accent sur ce qu'il a appelé l'import-substitution. Et donc, dans le budget, il a prévu un certain nombre de mesures incitatives pour pouvoir booster un peu la production locale et décourager un peu l'importation. Ça pourra, si cette politique est réussie, encore faut-il que cette politique soit réussie. Parce qu'une chose est de mettre en place un ensemble de dispositions pour pouvoir inciter la production locale. Une autre chose est que l'ensemble des opérateurs économiques s'approprient ces mesures-là et se lancent véritablement dans la production et implémentent dans la politique. Bien entendu, avec l'accompagnement de l'État. Vous avez très bien compris que l'État a prévu 136 milliards qu'il doit injecter, n'est-ce pas, dans sa politique d'import-substitution. Et donc, il est question aujourd'hui pour les opérateurs économiques de s'approprier d'un ensemble de mesures prévues justement dans la loi de 2023 pour pouvoir booster la production locale et réduire un peu cette tendance inflationniste qui fait en sorte que les ménages n'arrivent plus à s'en sortir, n'est-ce pas, à pouvoir accéder à un certain nombre de biens et de services sur le marché. Vous faites bien de parler des mesures incitatives avec cette politique de l'import-substitution. Quand vous regardez le contexte actuel, vous pensez véritablement que ça va marcher? Parce que depuis qu'on en parle, l'importation continue et on ne dit rien. Mais tous les jours, on vous parle d'une politique d'import-substitution. Disons tout simplement que pour l'instant, l'import-substitution se décline sur un seul pan, le pan fiscal. Vous savez que l'impôt n'est pas qu'un mécanisme, n'est-ce pas, de mobilisation des ressources publiques. L'impôt a également une vocation soit d'incitation, soit de dissuasion. Pour l'instant, l'État utilise les deux, c'est-à-dire qu'il utilise l'impôt pour dissuader l'importation et il utilise également l'impôt pour inciter la production locale. Ça, ce n'est qu'un pan de la chose. Maintenant, il faut faire une analyse stratégique globale de l'ensemble des facteurs de production, déterminer les coûts de production et voir comment est-ce qu'on peut rendre les produits issus de notre appareil de production locale compétitifs sur le marché. Vous savez que nous avons il y a un certain nombre, n'est-ce pas, je peux dire, d'obstacles à notre production locale, notamment les intrants de production qui, pour la plupart, viennent de l'extérieur. Il y a également que nous avons un problème avec certains accords que nous avons signés, notamment les accords de partenariat économique qui lèvent, n'est-ce pas, la barrière douanière sur un certain nombre de produits venus, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Ça fait en sorte que, au jour d'aujourd'hui, on est inondé par un ensemble de produits. Vous comprenez un peu? Et donc, lorsque ces produits sont faits localement... Avec une concurrence de prix voilà, avec d'autres pareils. Voilà, et donc, vous allez vous rendre compte que localement, nous produisons avec des moyens surannés, des moyens un peu artisanaux. Nous dépendons de l'extérieur pour un bon nombre d'intrants de production. Et également, il y a un ensemble de facteurs de production qui font en sorte que les coûts in fine ne nous permettent pas d'être compétitifs sur le marché. Donc, il me semble que pour que la politique d'import-substitution réussisse véritablement, il faut que l'État, qui est le régulateur, vous allez me dire que nous sommes dans une économie libérale et donc que l'État devrait se limiter dans son rôle, n'est-ce pas, d'arbitre, c'est-à-dire que jouer le rôle de régulateur et autres, mais que non. En réalité, il est question aujourd'hui, pour que cette import-substitution réussisse véritablement, que l'État reprenne le contrôle sur le cœur de l'économie. Véritablement. Est-ce que c'est possible? Mais c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de production locale avec la compétitivité de nos produits, sauf que depuis un certain temps, vous avez des gens qui fabriquent des faux produits dans des magasins, dans des chambres, et on ne peut pas aller à l'international avec ce type de produits frélatés. Alors, premièrement, lorsque nous parlons de la production, on parle d'une production qui soit normée. On ne parle pas de la mauvaise, je vais dire, de la contrebande. La contrebande n'a rien à voir avec la production. Au contraire, il faut combattre cela.
Parce que véritablement, lorsque les produits échappent, n'est-ce pas, à un ensemble de normes, ça expose la santé, ça crée également un autre problème de santé publique. Parce que les gens peuvent ingurgiter des choses qui vont entamer leur santé. Moi, je parle de la bonne production, de la production qui est normée. Alors ici, quand nous parlons de ce type de production-là, et nous disons que pour que cela fonctionne, il faudrait que l'État soit au cœur de notre économie. Tenez par exemple, si vous prenez la loi de finances, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ensemble de dispositions qui soient véritablement alléchantes pour ceux qui veulent faire dans l'agriculture. Par exemple, il y a même la distribution des semences. Il y a par exemple, qu'on a enlevé les charges sur les salaires, par exemple, des employés temporaires qui font dans l'agriculture. Vous ne payez plus de charges sur leur salaire. Il y a par exemple qu'il y a un certain nombre, de charges que vous ne payez plus sur les transactions foncières, suivant que vous vouliez utiliser, n'est-ce pas, la terre à des fins d'exploitation agricole. Il y a tout cela. Mais seulement, quand vous avez fini cela, il faut dire que celui qui veut cultiver 1 hectare de maïs doit utiliser une quantité énorme d'engrais. Et que le prix d'engrais est passé de 15 000 francs à aujourd'hui 45 000. Comment est-ce que l'État, lui, peut faire en sorte que l'engrais cesse d'être importé pour pouvoir être produit sur place? C'est possible. Au jour d'aujourd'hui, une bonne partie de l'engrais que nous importons, c'est de l'engrais azoté qui est produit à partir du gaz. Le Cameroun est producteur du gaz. Pourquoi est-ce que nous ne mettrons pas en place, l'État ne mettrait pas en place des conditions pour ériger sur place une usine de production d'engrais? Par exemple, c'est autant de choses. Mais vous parlez de gaz, on a déjà des problèmes même pour s'approvisionner en gaz. Pourtant, on produit localement le pétrole, donc ça devient difficile même d'aller vers soutenir cette agriculture. Ça, c'est le gaz domestique. Je dois vous dire que c'est importé. Au même titre que le carburant que vous prenez à la pompe. C'est importé. Et pourtant, nous, voilà. Et donc, ça fait partie, par exemple, quand vous parlez du pétrole, ça fait partie, par exemple, des facteurs de production. Si vous savez que quand vous parlez de production, au centre de toute la production, vous avez l'énergie. Donc, c'est autant de problèmes qu'il va falloir que l'État résolve au préalable. Et donc, s'il n'y a pas une certaine maîtrise de toute cette, c'est-à-dire que de tous ces éléments-là, de tous ces facteurs de production-là, il me semble qu'il sera difficile pour nous de véritablement réussir notre politique d'import-substitution. Pourtant, c'est une politique qu'il faut saluer parce que l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous dépendons fortement de l'importation pour nos besoins de consommation. On a vu ce qui s'est passé avec le Covid-19, où ça a véritablement fragilisé. Pourtant, si on était un peu indépendant, les choses auraient peut-être changé. Tout à fait. Vous avez vu par exemple que le Covid-19 a eu la particularité de créer un ralentissement dans les ateliers de production mondiale. Et également, ça a créé un dysfonctionnement dans la chaîne logistique mondiale. Et donc, un certain nombre de biens et de services, nous n'avions plus le moyen d'aller nous approvisionner. Et vous avez très bien compris qu'à un moment donné, le ministre du Commerce a dû saisir l'OMC pour dire que les prix de transport avaient grimpé jusqu'à 400%. Il avait tout simplement raison, mais sauf qu'il s'adressait à la mauvaise personne. Ce que je veux dire, c'est que tant que nous n'allons pas réussir à mettre en place un ensemble de chaînes de valeur, de production, de transformation et de distribution sur lesquelles nous avons la parfaite maîtrise, il nous sera difficile, n'est-ce pas, de pouvoir échapper aux chocs exogènes dont l'onde nous atteint facilement parce que nous sommes des économies très, très fragiles. Pour évoluer dans le débat, il y a que le ministre Motazé, dans son discours, parlait de l'amélioration de compétitivité et de la production de l'économie nationale, la lutte contre l'inflation, la préservation des couches sociales vulnérables contre la vie chère, la poursuite de la mise en place d'une couverture santé universelle, la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Et quand on écoute un discours comme ça, on a peut-être espoir, mais
en réalité, il y a beaucoup de questions qui restent en amont. Le ministre Louis-Paul Montazé décline la vision du gouvernement de manière vraiment simple pour la compréhension de tous. Ça, c'est la vision. C'est ce qu'ils veulent faire. Le gouvernement ne peut qu'avoir de bonnes ambitions pour ce qui est de la population. C'est-à-dire qu'il faut assurer une couverture santé universelle pour tout le monde. Il faut juguler le problème de l'inflation. Il faut permettre que le panier de la ménagère soit plein. Il faut donner les possibilités aux gens de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à un certain nombre de biens et de services à moindre coût. Mais maintenant, est-ce que, à court et à moyen terme, l'ensemble des moyens mis en synergie vont permettre au gouvernement de pouvoir atteindre cet objectif? Ça, c'est la question que M. Lambda est à même de se poser. Je veux dire, la ménagère qui me suit en ce moment, la question qu'elle se pose, c'est que est-ce que quand j'arrive au marché demain matin, est-ce que je veux pouvoir acheter 1 kilogramme de riz à 500 francs plutôt que 700 francs? Est-ce que je vais pouvoir, avec 1000 francs, je vais pouvoir faire à manger chez moi avec mes 2 enfants? Ça, c'est la question qu'elle se pose. Alors, lorsque nous regardons l'architecture du budget de la loi de finances 2023, il y a une chose dont nous pouvons nous réjouir. Une chose, c'est que un ensemble de choses qui avaient été annoncées dans le projet de loi, Oui. Oui, lors des débats, on a dû, ils ont dû revenir là-dessus. Notamment la suppression d'un ensemble de dispositions qui accordaient des exonérations. Ils ont dû revenir là-dessus parce que le projet de loi en lui annonçait la suppression, par exemple, de l'exonération de 5% sur le riz et relevait le taux sur l'importation du riz à 10%. Sur l'importation du poisson à 10%, sur l'importation des céréales également à 10%. Je me réjouis de savoir que lors des débats, les parlementaires ont dû comprendre que ça devait être trop fort et qu'ils ont dû supprimer cela. Nous nous réjouissons de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on va continuer, n'est-ce pas, de subventionner un peu l'importation de ces choses-là. Mais sauf que j'ai dit que ce sont des mesures palliatives. Ce ne sont pas des mesures structurelles. Ça ne peut pas nous aider à long terme. Vous avez suivi le président de la République dans son discours. Pour ce qui est du carburant, il a dit que la subvention sur les carburants n'était pas tenable à long terme. C'est tout simplement pour dire que dans un délai, dans un avenir proche... Là, ailleurs, c'est déjà passé. Oui, tout à fait. Dans un avenir proche, on va supprimer cela. Ce que je dis, c'est qu'en même temps que le gouvernement supporte ces subventions-là, vous avez très bien compris que dans l'architecture de notre budget, il y a près de 16%, 16,5% qui sont consacrés, n'est-ce pas, à l'affectation et aux subventions. 16%, ça fait près de 1000... C'est énorme. C'est énorme pour les subventions, c'est énorme. Et donc, ce sont ces mesures-là. Il est aujourd'hui question que le gouvernement dégage cette quantité-là et injecte cela plutôt dans la production. C'est ce qui peut nous aider. Si au jour d'aujourd'hui, on mettait en place des mécanismes tels qu'on puisse dire que dans un horizon de, 8 mois, 1 an, 2. Voilà, on sera capable au Cameroun de produire au moins de moitié la quantité de riz que nous importons. Vous voyez ce que ça va, ça va amortir un peu. Ça va amortir beaucoup. Et sur la balance commerciale, qui est structurellement déficitaire du fait de nos importations, et beaucoup de nos importations sont des importations des produits de première nécessité, et sur, n'est-ce pas, l'emploi, parce que si aujourd'hui vous devez produire, par exemple, 40 000 tonnes, 50 000 tonnes de riz au Cameroun, il faut bien qu'il y ait de la main-d'œuvre. Et ça va également laisser respirer un peu nos devises que nous puisons pour acheter du riz. Et donc, la valeur ajoutée sera multiple. Si aujourd'hui, par exemple, le gouvernement devait mettre en place
en concertation et en implication avec un certain nombre d'opérateurs économiques. Si le gouvernement devait mettre en place des opérations de pisciculture pour réduire au moins de 50% l'importation du poisson et de pouvoir produire le poisson localement. Surtout qu'on a des eaux, hein. Surtout que nous avons sur le plan naturel tous les atouts pour le faire. Je dois rappeler que les dernières statistiques disaient quand même que le Cameroun avait 11 millions de terres arables, c'est-à-dire prêtes à être exploitées. Et donc on peut cultiver tout ce que nous voulons, nous pouvons produire tout ce que nous voulons. Et je dois également dire que le Cameroun est ouvert sur plusieurs côtes maritimes, à Kribi, à Limbé et même à Douala. Nous avons plusieurs fleuves et donc il est loisible pour nous de pouvoir produire du poisson sur place. D'accord. Et vous parliez justement tout à l'heure de subventions de l'État. Mais on a l'impression qu'il y a une balance. Parce qu'il y a des nouveaux tarifs quand même. Ça asphyxie les populations, c'est-à-dire timbre fiscal, carte de séjour, de résidence. On a tout a augmenté de ce côté-là. On se dit par exemple que oui, on supporte, mais on vous asphyxie de l'autre côté. Disons tout simplement que le gouvernement a besoin d'argent. Comprenez un peu? Sur le dos de ces populations, il faut les sucer jusqu'à la lie. Bon, disons que nous avons une économie qui devient substantiellement fiscale. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous prenez le budget de l'État 2023, qui est de 6300 et poussières de milliards, vous allez vous rendre compte que les ressources propres de l'État, les ressources propres hors pétrole, qui sont d'environ 3200 milliards, viennent essentiellement des impôts et de la douane. Essentiellement. Presque 3200 milliards. Lorsque vous ajoutez le pétrole et le gaz, qui sont de 807 milliards, il me semble, 807 milliards, on est à peu près à 4500 et poussières de milliards. Voilà les ressources propres de l'État. OK? Et maintenant, si vous prenez les ressources propres de l'État, qui sont de 4500 et poussières de milliards, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux postes essentiellement de dépenses courtes qui absorbent presque toutes les ressources propres de l'État. Il y a la dette, le service de la dette intérieure et extérieure qui absorbe 27,7%. Le ministre a dit que tout va bien, on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Mais il peut le dire, mais sauf que lorsque vous avez le service de la dette qui absorbe 27,7% de votre budget, c'est quand même costaud. À cela, vous ajoutez, je crois, 18,1% de la masse salariale du personnel de l'État. Ces deux postes-là vous font... D'où l'appel à réduire le train de vie de l'État. Voilà, ces deux postes-là seulement vous absorbent, n'est-ce pas, près de 3 000 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est parce que seulement le service de la dette et le personnel, le salaire du personnel de l'État, ça nous renvoie à 47,7% du budget de l'État. Et je dois rappeler, c'est près de la moitié. Et ça absorbe presque à lui seul toutes les ressources de l'État. Si vous ajoutez à cela les presque 17,5% du fonctionnement de l'État, qui est de presque 1200 milliards, ça c'est le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services nécessaires pour faire tourner les institutions. Vous comprenez que vous avez entièrement presque absorbé les ressources propres de l'État. Et donc c'est pour ça que dans les dépenses de l'investissement, l'État en termes de ressources propres n'alloue que 35% pour les besoins de fonctionnement qui cette année, je crois, c'est aussi entre 1100 et 1200 milliards. Donc l'État, en besoin d'investissement, ne va accorder que 35% de fonds propres. Comprenez que c'est léger. Pendant ce temps, les opérateurs économiques crient, pleurent. Même si on a dit qu'on a alloué un budget pour permettre à ces opérateurs économiques-là de pouvoir surmonter la crise russo-ukrainienne, Covid, etc. Oui, sauf que proportionnellement à leurs difficultés, ce budget-là ne leur permet véritablement pas de faire face, n'est-ce pas, au choc venus de ces crises exogènes-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils crient. Et c'est pour ça qu'eux, ils sont obligés, que ce soit les producteurs ou les importateurs, ils sont obligés de répercuter ça sur le prix. C'est pour ça qu'il y a une poussée inflationniste qui est très, très élevée et qui trinque en dernier ressort, c'est le contribuable. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'État devrait travailler, le gouvernement devrait travailler à pouvoir considérablement augmenter les recettes non fiscales. Et c'est possible. Parce que si aujourd'hui on doit compter uniquement sur la fiscalité,
ça va davantage être difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une économie... Tout a gonflé, vous passez de 1000 francs à 1500, de 25 à 50 000, et ça devient vraiment très compliqué. Et lorsque vous mettez cela dans un contexte économique tiré par le secteur informel, à près de 75-80%, vous comprenez qu'il y a une très faible proportion, n'est-ce pas, qui supporte, n'est-ce pas, la pression fiscale. Il y a une très faible proportion, presque 20%, n'est-ce pas, je vais dire, de l'activité économique qui supporte la pression fiscale de l'État. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est trop tendu. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est trop fort. Qu'on est asphyxié, effectivement. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, on devrait travailler. Parce que quoi? Parce que si la production locale augmente, ça va augmenter les richesses, ça va augmenter la croissance. C'est à ce niveau-là qu'il faut justement mettre un accent. Il faut mettre un accent dans le secteur, il faut investir massivement dans le secteur productif. Parce que la valeur ajoutée... Et de la transformation même. Effectivement, justement, la parce valeur qu'on ne peut pas parler ajoutée... de production sans transformation. Évidemment, parce que ce sont les trois agrégats de l'économie. Production, transformation, consommation. Ce sont les trois agrégats principaux de l'économie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il me semble que la meilleure façon d'adresser nos problèmes économiques, c'est véritablement de mettre un accent sur la production locale. Innover l'outil de production locale, renforcer l'outil de production locale. Parce qu'il me semble que jusqu'à présent, l'outil de production locale est un peu dépassé. Tenez par exemple, si je prends la SICAM, vous savez que les produits de la SICAM ne sont plus compétitifs sur le marché par rapport à tout ce qui inonde nos marchés venus de la Chine et autres. Quand la SICAM met un pain sur le marché, à côté, tout le monde a besoin d'acheter les pains qui viennent d'ailleurs. Quand la SICAM met une... Aujourd'hui, on est plus poussé vers la Côte d'Ivoire, voilà, le Bénin, le Sénégal. Ça veut tout simplement dire que pendant longtemps, on a laissé, l'outil de production de la SICAM être dépassé, être suranné. Donc il n'est plus compétitif en termes de qualité. Et rapport qualité-prix, il ne s'en sort pas. C'est pour ça que son chiffre d'affaires a dégringolé de 20 poussières de milliards pour chuter aujourd'hui 7 milliards. Aujourd'hui, vous avez des grèves à la SICAM du personnel qui ne sont pas payés et tout. Un peu comme la Sodéblé aussi de l'autre côté. Un peu comme la Sodéblé. Et pourtant, nous produisons le coton au Cameroun. Nous produisons du coton au Cameroun que nous vendons sur le marché international. En même temps, allez voir tout ce que nous mettons dans la friperie. Allez voir tout ce que nous mettons dans la friperie. Donc c'est autant de contradictions, autant de données antinomiques à l'économie que nous devons résoudre. Nous devons être capables aujourd'hui de nous asseoir et dire comment rendre la SICAM compétitive de manière en sorte que le Camerounais puisse préférer le tissu qui vient de la SICAM plutôt que le tissu qui vient de l'extérieur. Et c'est comme ça dans tous les autres secteurs. Il faudrait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que tant qu'on ne va pas s'asseoir et analyser de manière holistique l'ensemble des facteurs de production de manière sectorielle et comprendre, maîtriser les coûts de facteurs de production et faire en sorte que nos produits deviennent compétitifs en renforçant et en innovant notre appareil de production locale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a beau dire aux gens de produire localement, on a beau se plaindre que nous importons beaucoup, ce qui n'est pas faux. Mais pourquoi est-ce que le Camerounais a une tendance, a une préférence aux produits qui viennent de l'extérieur? Justement parce que en termes de rapport qualité-prix, il préfère, n'est-ce pas, aller se jeter. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Vous prenez les produits qui viennent de l'extérieur, produits avec, n'est-ce pas, des moyens sophistiqués, avec, n'est-ce pas, des précisions. Voilà, avec précision. Tout le monde veut ce qui est bien. Et tout le monde veut ce qui est abordable. On ne doit pas se limiter à l'aspect fiscal, n'est-ce pas, de l'impôt-substitution. On doit travailler sur l'ensemble des facteurs de production, en déterminer les coûts, maîtriser les coûts pour pouvoir mettre en place des chaînes de valeur de production, de transformation et de distribution pour permettre aux Camerounais d'aimer ce qui est produit chez eux. Merci, c'est intéressant de parler avec vous. Malheureusement, on n'a qu'une trentaine de minutes pour échanger sur cette thématique. On vous aura certainement sur d'autres plateaux pour aller en profondeur sur ce budget dans un contexte marqué par de nombreuses crises que vous avez évoquées. Et d'ailleurs, Edmond Kuaté, économie, je vais vous dire merci d'avoir répondu à l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Et notre souhait, c'est que le Cameroun puisse se lever et être debout.
Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. Merci à l'hôtel Sawa qui nous accueille pour cette autre édition de l'invité de la semaine. Merci à toute l'équipe de réalisation. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.